Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 28 avril 2019, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Abdoulaye Makhtar Diop. Bonjour. Bonjour Mamadou, j'ai grand plaisir à vous retrouver ici à iRadio. Plaisir partagé. Surtout après les péripéties que nous avons vécues ensemble en d'autres temps. Absolument. Merci. Et on les renouvelle. Et l'histoire se poursuit. Merci, je souhaite que ça se poursuive dans le bon sens et dans l'intérêt des radios et du Sénégal. Merci beaucoup. Député, 5e vice-président de l'Assemblée nationale, vous l'êtes, ancien ministre d'État. Vous n'êtes pas moins le grand sérigne de Dakar, même si nous vous invitons ce dimanche à porter beaucoup plus votre costume d'homme politique que votre grand boubou, le grand sérigne de Dakar, chef de la communauté Lébou. Alors, Abdoulaye Makhtar Diop, le Sénégal est suspendu à l'examen du projet de loi portant révision de la Constitution pour la suppression du poste de Premier ministre initié par le président de la République, Macky Sall, après sa réélection le 24 février dernier. La séance plénière est prévue le samedi 4 mai prochain. Comment l'Assemblée nationale à laquelle vous appartenez comme député et vice-président, je l'ai dit tout à l'heure, se prépare à cette séance? Oui, l'Assemblée se prépare de manière très sereine et suit une procédure réglée par les textes. Le président de la République a fait approuver en Conseil des ministres, comme vous le savez, ce projet de loi qui est arrivé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et jeudi, nous avons, en réunion de bureau, retenu, en rapport avec la seconde réunion des présidents, ce que nous appelons à l'Assemblée la conférence des présidents, regroupant les présidents de groupes parlementaires et les présidents de commissions, ainsi que les questeurs, le calendrier. Donc, mardi, la commission des lois va se réunir et le samedi, la plénière. Une procédure d'urgence? Oui, c'est une procédure d'urgence prévue également par la Constitution. Et quand on parle d'urgence, ça veut dire que tous les autres points susceptibles d'être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée sont suspendus ou reportés. Et l'urgence dans la théorie du droit public est de droit et nous enferme dans des délais très courts. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent à supprimer le poste? Mais l'urgence, justement, c'est que à la date pas du remaniement, du changement de gouvernement intervenu après l'élection du président de la République, le chef de l'État a nommé, cumulativement avec les fonctions de Premier ministre, M. Boun Mohamed Dionne, comme ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Cette situation ne peut pas perdurer. Donc, mais est-ce qu'elle n'est pas en violation non, il n'y a aucune violation. De la loi? Certains n'ont pas manqué de le soulever en disant il est encore Premier ministre, on en fait aussi le secrétaire général de la présidence de la République. Faisons rapidement une comparaison. En 1998, quand le président de la République, Abdou Diouf, a nommé Mamadou Lamine Loum Premier ministre, le décret pour son intérim disait que Ousmane Tanor Dieng, ministre d'État, ministre des Affaires et Services et Affaires présidentielles, assure l'intérim du Premier ministre. Ça nous ramène tout de suite au fond du débat. Ça veut dire simplement que la primature est un organe de l'exécutif. Il n'y a aucune violation de la loi. Parce qu'il faut que les gens également, bon, peut-être qu'ils n'ont pas, comme nous, la chance d'avoir vécu de l'intérieur. Parce que ce problème de suppression du poste de Premier ministre, moi, je ne théorise pas. Je fais partie des rares ministres à avoir vécu dans un gouvernement sans Premier ministre pendant 4 ans et d'avoir vécu dans un gouvernement avec Premier ministre. Donc moi, je ne fais pas dans la théorie. C'est un vécu. Avec Moustapha Niasse, Robert Sagna, je crois que nous sommes là, peut-être Famara Sagna maintenant qui n'est plus dans le circuit actif, nous avons vécu ça de l'intérieur. Oui. Donc, il n'y a aucune violation de la loi. La deuxième chose, l'histoire a bien montré que le secrétaire général de la présidence était appelé à assurer l'intérim du Premier ministre. Je m'en vais lire le
premier paragraphe de l'exposé des motifs de ce projet de loi portant révision de la Constitution. Le référendum constitutionnel du 20 mars 2016 a consacré la volonté fortement exprimée par le président de la République en 2012 de réduire la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Avec le passage du septennat au quinquennat, le président de la République dispose désormais d'un temps plus court pour mettre en œuvre les politiques publiques. Votre commentaire de ce cas-là? Mais c'est une réalité, et encore je me réfère à l'histoire. Aujourd'hui en France, le débat qui sourde, c'est précisément le retour au septennat. Parce que depuis Sarkozy et Hollande, les hommes politiques français se sont rendus compte que le quinquennat était très court pour assurer un mandat positif du président de la République. C'est un débat qui sourde actuellement en France. Et ce qui pose le problème de la cohabitation. Nous, on fait le contraire, le Sénégal. Oui, justement, c'est pour arriver au même résultat du constat de la courte durée du mandat du président de la République. Alors qu'en France, ça se complique parce qu'aujourd'hui, la cohabitation entre le président de la République et son premier ministre, même s'ils sont du même parti, pose le problème de l'exécutif. Donc, effectivement, je pense que c'est très pertinent, dans l'exposé des motifs, de rappeler que la réduction de durée du mandat du président l'amène à prendre des mesures pour prendre en charge les prérogatives qui sont les siennes et son ambition de conduire une politique qu'il a lui-même définie et qu'il va désormais conduire. Oui, c'est pour cela que certains se sont empressés de dire que le président est en train d'anticiper sur une éventuelle ou probable cohabitation en 2022. Non. Où seront organisées les élections législatives, les prochaines législatives. C'est là où je ne vois vraiment pas l'argument. D'abord, pourquoi penser qu'en 2022, l'opposition va contrôler la majorité à l'Assemblée alors que nous sommes en 2019 où l'opposition a été largement battue? Ça, c'est un argument très spécieux. Les réalités peuvent changer. Mais les réalités peuvent changer en faveur de la majorité aussi. Pourquoi nous sommes en 2019, on nous dit qu'en 2022, la majorité va changer? Je ne le crois pas. Donc ça, c'est spécieux. Moi, je préfère qu'on approche ces questions le plus objectivement possible, le plus scientifiquement possible. L'opposition, justement, vous êtes, vous, membre de la majorité au pouvoir. Comprenez-vous la position de l'opposition qui reproche au président de n'avoir pas organisé une discussion avant d'envoyer le texte à l'Assemblée nationale et n'avoir pas choisi la voie référendaire? Oui, en fait, le choix de la voie référendaire, c'est la Constitution encore qui en laisse la latitude au président de la République. Si vous prenez la majeure partie des grands responsables de l'opposition, ils ont tous été au pouvoir. Macky Sall, président de la République, n'a pas écrit cette Constitution. Les dispositions dont on parle sont dans cette Constitution depuis 1961. Le PDS est passé au pouvoir avec Idriss Seck, Premier ministre, n'y a pas touché. Le PDS est resté au pouvoir avec Soumaré, n'y a pas touché. Le PDS est passé au pouvoir avec Doudou Wade, président du groupe parlementaire, Abdou Fall, ils n'y ont pas touché. Macky n'a pas écrit ce texte. Donc si les gens pensent qu'il faut restructurer toute la Constitution, il faut faire abstraction de ces préoccupations quand on est au pouvoir. Le choix du référendum ou de la voie parlementaire est organisé par la Constitution depuis 1961. Le poste de Premier ministre n'est pas si important pour qu'on en fait, choisisse la voie référendaire. En fait, ce n'est pas en termes d'importance. Moi, je pose ça en termes d'institution. Le poste de Premier ministre au Sénégal, il faut qu'on s'entende, n'est pas une institution au Sénégal. C'est un organe de l'exécutif. Il faut qu'on s'entende. Pourquoi? Le Sénat du Sénégal, qui est une institution inscrite dans la Constitution, a été supprimé au Sénégal sans référendum. Le Sénat a été rétabli au Sénégal sans référendum. Toutes les collectivités locales du Sénégal, communes et communautés rurales, ont été dissoutes au Sénégal sans référendum.
remplacés sur toute l'étendue du territoire national par des délégations spéciales. Ce qui corroborait une confiscation du pouvoir local après des élections. La création du poste de vice-président a également été adoptée un fameux 23 juin sans référendum et l'opposition d'alors était là. Vous étiez également là, vous étiez témoin de cette histoire récente. L'opposition veut justement un remake de ce 23 juin le 4 mai prochain. Oui, alors je termine juste pour dire que le poste de Premier ministre n'est pas une institution. Si c'était une institution, comme le gouvernement, moi j'aurais dit il faut aller à un référendum. Le poste de Premier ministre peut exister et être quasiment, peut-être pas dire une coquille vide, mais ne pas être délégataire des pouvoirs du président de la République. Et là j'insiste, le Premier ministre au Sénégal n'a pas de pouvoir propre organisé par la Constitution ou les textes organiques. Aucun juriste dans ce pays ne peut vous sortir un texte qui confère des pouvoirs propres au Premier ministre. Il est délégataire de pouvoir. La preuve, après 1993, qui a vu pour la première fois au Sénégal la création du poste de ministre d'État, ministre des services et affaires présidentielles, Ousmane Tanor Dieng avait tous les pouvoirs du président de la République par rapport au Premier ministre. Et Abdou Diouf avait même ajouté une note. Aucune lettre ne peut m'être adressée sans le visa du président, du ministre d'État Ousmane Tanor. Alors qu'il y avait un Premier ministre. Donc ce n'est pas une institution. Ça veut dire que le président Macky Sall aurait bien pu garder le poste de Premier ministre et complètement le vider. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la comparaison. Libre aux politiciens maintenant de chercher des prétextes pour manifester. L'opposition, la société civile, parce que vous dit qu'il y aura un remake du 23 juin. Oui, ils sont libres d'en faire un argument. Mais seulement, vous êtes arrêtés à mi-chemin en disant que la Constitution qui a entraîné, le projet de Constitution qui a entraîné les événements du 23 juin, c'était la vice-présidence. Non, ce n'était pas la vice-présidence. Pas seulement. C'était c'est accessoire la vice-présidence. C'était les conditions d'élection du vice-président et de son remplacement. Et encore une fois, après l'avoir dit à la télévision et à la radio, je le répète ici avec vous, les événements ont eu lieu le 23 juin. Donc une semaine avant, le jeudi qui a précédé, nous étions le jeudi 16 juin. C'est la première fois que le président Abdoulaye Wade, en plein conseil des ministres, présentait le texte de la Constitution. Je prends à témoin Souleymane Ndéné Ndiaye, Madické Niang, qui était Premier ministre à l'époque, oui. Cheikh Tidiane Sy, Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé, Awa Gueye Kébé et tous ceux qui étaient au conseil des ministres, Zakaria Diaw. J'étais le seul ministre d'État à avoir pris la parole pour dire au président Wade ce texte n'est pas bon. Est-ce que M. Karim Wade, juste pour l'histoire, est-ce que M. Karim Wade était présent ce jour-là à ce fameux conseil des ministres? Puisque tout de suite on a dit que son père le préparait à sa succession. Il était présent. Je crois qu'il y était. Je crois. Mais très bien, mais c'est juste une curiosité journalistique et peut-être aussi pour du public. Oui, mais ça me distrait de mon raisonnement. Oui, mais c'est important. Oui, mais en fait, qu'il y fût ou pas, n'aurait rien changé à ma position. Très bien. Parce que j'ai dit au président Wade, et encore je prends tous ces messieurs à témoin, j'ai dit que ce texte n'est pas bon parce qu'il est dit que le président de la République et le vice-président sont élus sur le même ticket. Mais si le vrai vice-président décède ou devient ou démissionne ou est impotent, le président de la République nomme son remplaçant par décret. Oui. J'ai dit que ce n'est pas bon. Et j'ai rappelé le cas de John Kennedy après sa mort, quand il fut remplacé par Lyndon Johnson. Abdoulaye Makhtar Diop, invité du jury du dimanche. La deuxième chose, dans le même texte constitutionnel, le président Wade avait annulé l'adverbe exclusivement. Parce que la Constitution disait que pour être candidat à la présidence du Sénégal, il faut être de nationalité exclusivement sénégalaise. Le président Wade l'avait enlevé. Dans la salle de conseil. Pourquoi? Mais parce qu'il permettait à quelqu'un qui a la double nationalité de se présenter. Et moi, je dis que la double nationalité est interdite au Sénégal. En pleine séance, Wade m'a dit, monsieur le ministre, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'avais le code national dans ma serviette. J'ai sorti le code national pour donner ça au président Wade. Il l'a lu, il s'est exclamé.
Je n'avais jamais fait attention alors que je suis avocat. Donc voilà l'homme que je suis. Donc moi, qu'on ne me parle pas de brûler la ville, moi, c'est là où ça se passe que je donne mes opinions. Vous ne croyez pas que l'opposition et une partie de la société civile soient capables de ce remake du 23 juin? Non, en fait, moi, je ne suis pas dans la spéculation. Moi, je veux que l'opposition dise aux Sénégalais, on touche au bloc de constitutionnalité de notre pays. Encore une fois, la suppression ou le maintien d'un poste de Premier ministre n'entre pas dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité qui renferme les fondamentaux dans une république. On n'est pas à un reproche près de l'opposition vis-à-vis de ce projet du président Macky Sall. D'abord, il dit le président n'en a jamais parlé pendant la campagne. Il était président sortant. Première chose. Oui. Deuxième chose, il a appelé au dialogue. C'était justement l'occasion d'engager des discussions sur sa réforme. Vous savez, vous répondez quoi? Moi, alors d'abord, je réponds, il n'y a pas un programme préfabriqué pour les candidats à la présidentielle. Pour dire simplement qu'aucun candidat en compétition le 24 février 2019 n'avait parlé, sauf dire que je vais dissoudre le Haut Conseil de collectivité territoriale. Ils l'ont tous dit. Hein? Mais à la place, ils ne nous ont plus dit ce qu'ils allaient faire. Peut-être qu'après, ils allaient remettre le Sénat. Il n'y a pas un programme. Et encore une fois, est-ce qu'il est plus important de dissoudre un Sénat sans référendum que supprimer la primature? Maintenant, l'appel au dialogue. Moi, je pense, je le dis en toute sincérité, et je le dis à l'Assemblée nationale, je prends Mamadou Diop Decroix comme témoin. Quand la loi sur le parrainage était soumise à l'Assemblée nationale, j'ai dit à Mamadou Diop Decroix et compagnie, allez répondre à l'invitation du ministre de l'Intérieur. Vous aurez tout le temps de porter toutes vos critiques, toutes vos remarques et les faire prendre en charge. Et en cas de mésentente, aller à l'arbitrage du président. Ils ont refusé. Maintenant, s'ils répondent au dialogue, c'est tant mieux. Mais on n'a jamais dit que le dialogue doit être la déterminante dans les prises de décision du président. Moi, je souhaite... Mais le PDS, notamment, l'ancien président Abdoulaye Wade a dit finalement... dans un premier temps, oui, c'était de dire qu'ils étaient partants pour le dialogue, mais là, la dernière déclaration... dernière déclaration, je sais de quoi je parle. La dernière déclaration, c'est de dire que le dialogue n'est plus sans objet. Dites-moi, si vous avez un communiqué ou un texte, moi, je lis tous les journaux parce que je suis un homme politique, un homme d'État. Dites-moi dans quel communiqué le PDS a dit qu'il est prêt à aller au dialogue. Maître El Hadj Amadou Sall, invité chez nos confrères de RFM à l'émission Le Grand Jury dimanche dernier, a dit que le PDS était disposé à dialoguer, à discuter. Continue, il a posé... d'accord, mais je suis en train de mettre un principe. Maintenant, il y a là une dernière déclaration qui dit que ce dialogue aujourd'hui est sans objet. Non, ils ont dit, en fait, si nous avons la même compréhension de la déclaration d'avant-hier, que la suppression du poste de premier est sans intérêt. Eux, ils savent que c'est sans intérêt. Et moi, je le sais. Pourquoi? Les ministres d'État, dans un gouvernement de Wade, ne parlaient pratiquement pas au Premier ministre. Aucun Premier ministre de Wade ne connaissait les dossiers traités par un Premier ministre. Ils le court-circuitaient. Je les prends à témoin. Ce n'est pas une critique, parce que le président Wade m'a dit, moi, Abdoulaye Makhtar Diop, ministre d'État, vous n'avez pas besoin de parler au Premier ministre. Vous les traitez avec moi directement. C'est ça la République. C'est la vérité. Donc pour eux, ils savent parfaitement bien. Soumaré, c'est de quoi je parle. Souleymane Ndiaye, c'est de quoi je parle. Macky Sall, c'est de quoi je parle. Macky Sall dit justement qu'il lui faut une relation plus directe avec les ministres pour plus d'efficacité. Autrement dit, son fameux fast track. Non, en fait, moi, la notion de fast track, je ne m'y attarde pas. Oui, d'accord. Je vous ai dit. Quelle compréhension vous en avez? Est-ce que vraiment, supprimer le poste de Premier ministre permet d'aller plus vite? Voilà, merci. Avant de parler de fast track, je vous ai dit, ab initio, quand on commence cette émission, que moi, j'ai vécu dans un gouvernement sans Premier ministre. Et dans un gouvernement avec Premier ministre.
dans un gouvernement sans Premier ministre, alors qu'Abdou Diouf était président et chef de l'État, tous les mois, il recevait le ministre en audience avec une fiche d'audience qui lui était présentée 48 heures avant. Tous les mois, vous débattez tous les points que vous souhaitez, il précise ses instructions et le mois d'après, vous faites le point. Et dans l'intervalle, s'il a besoin de vous, il vous appelle, vous continuez de traiter. Il y avait des conseils de ministres présidés par le premier, des conseils de ministres que le président de la République présidait. Et à côté, il y avait ce qu'on appelait des conseils de cabinet, différents du conseil des ministres, qui permettaient le suivi. Alors, plus tard, pourquoi le feu Habib Thiam a eu beaucoup de difficultés avec les ministres quand il est revenu en 1991? C'est que les ministres n'avaient plus l'occasion de travailler directement avec le président de la République et les ministres sentaient un ralentissement dans l'exécution des missions qui lui sont posées. Alors, et je vous donne des exemples. Et encore une fois, il m'est arrivé en 1991, après la formation du gouvernement de majesté présidentielle élargie, d'assister en conseil des ministres à des arbitrages à l'occasion de conflits terribles entre Abdoulaye Wade et Habib Thiam, et particulièrement sur le FPE, le Fonds de promotion économique. Absolument. Il m'est arrivé d'assister à des tiraillements entre le Premier ministre, quand j'étais secrétaire général adjoint du ministère de l'économie et des finances. Abdou Diouf, alors Premier ministre, il n'avait pas la prise sur Babacar Ba, ministre d'État. Il n'avait pas de prise sur Adrien Senghor, ministre d'État. Autre avantage d'un gouvernement sans Premier ministre. Le seul inconvénient, est-ce que le président va supporter la surcharge de travail? C'est une surcharge de travail et non pas de surcharge de pouvoir. Il estime qu'il s'expose. Non, l'exposer, c'est ça, je vais en arriver. Pourquoi il ne s'expose pas? Parce qu'il faut que les ministres soient responsables et soient capables, par leur autorité, de régler à leur niveau les problèmes. Il ne faut pas faire du prospélatisme en disant allons voir le président de la République. Et vous préconisez aussi des directeurs généraux forts. Mais oui, justement, c'est justement. Parce que quand il n'y a pas de Premier ministre, il faut d'abord avoir des ministres extrêmement responsables. Et encore, j'en reviens à Abdou Diouf qui nous disait tout ce que je peux faire, c'est vous nommer ministre. C'est vous qui devez avoir de l'autorité et de la responsabilité pour gérer ce qu'on vous confie. Donc, si vous avez un ministre de l'Agriculture, un ministre de la Santé, un ministre de l'Énergie, qui est incapable de contenir les syndicats et qui s'en remet toujours au Premier ministre, ça nous amène à retarder. Donc, il faut que le président responsabilise les ministres. La deuxième chose, il faut avoir de grandes directions générales. En dessous des directions générales, il faut avoir des directions opérationnelles tenues par des cadres de haut niveau qui ont presque un profil comparable à des ministres technocrates. Des directeurs généraux viennent d'être nommés. Est-ce que vous sentez cette préoccupation prise en charge par le président de la République? Prenons le cas de la Sénélec. Moi, je pense que ce ministre a le profil de l'emploi. Vous prenez le coup, je pense qu'Abdoulaye Sow a le profil de l'emploi. Hein? Mais quand moi je parle de directeurs généraux... Poursuivez. Non, parce que vous avez des réserves sur les autres. Non, c'est important. Non, mais donnez-moi les noms au fur et à mesure. Oui, non, vous êtes en train de... Non, attendez, c'est pourquoi... Attendez, c'est-à-dire, ce que je voulais vous dire, quand je parle de direction générale, à organiser à l'intérieur de l'administration centrale, c'est pourquoi je vous dis, il faut me laisser continuer mon raisonnement. C'est au niveau de On est dans un échange. Les relances sont importantes aussi pour le journaliste que je suis. Exact. Alors donc, je disais, il faut avoir des directions générales très fortes à l'intérieur de l'administration centrale. Parce que c'est là où il y a les blocages. Pourquoi? Parce que vous prenez le cas, ça nous ramène toujours à la présence d'un Premier ministre. Quand un ministre va vers le Premier ministre, avec un dossier qui appelle une décision politique et non technique, vous allez voir le Premier ministre, vous traitez d'une question, il vous dit, écoutez, bon, il faut que je voie le président de la République. Ça arrive, ça. Il faut le savoir. Mais vous restez une semaine sans retour, 2 semaines sans retour, vous avez des scrupules pour aller dire au président de la République, monsieur le président, le dossier est chez le Premier ministre. Et si par hasard vous avez des conflits avec le Premier ministre, il garde le dossier. Moi, j'ai vécu tout ça, c'est du concret. Alors, permettez-moi. Donc, je continue pour dire, il faut avoir des directeurs généraux responsables, qui sont un niveau d'impulsion de la décision, mais un niveau d'évaluation de l'exécution des décisions prises au niveau des directions techniques. Parce que, rappelez-vous, depuis combien de temps, ou bien depuis combien d'années seulement, chaque fois qu'il y a un mouvement syndical, on dit allons voir le président de la République. Ça date des années 2000. Moi, j'étais ministre de la fonction publique avec les Diadji Ndiaye, les Madia Diop, les Mamadou Diouf.
Demandez-leur toutes les questions, les traiter au ministère de la modernisation. Est-ce que des directeurs généraux forts, justement, moi je comprends le contre-pied de ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas un risque potentiel de conflit avec des ministres? Non, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut avoir des ministres responsables. Il faut avoir des ministres responsables, autoritaires, pas autoritaires, qui ont de l'autorité, je veux dire, de sorte que les directeurs généraux sachent que voilà mon autorité hiérarchique et mon autorité de tutelle. Et qu'ils n'acceptent pas justement de se faire court-circuiter par un premier ministre qui va attendre le président au bas de la cervelle ou le ministre d'État, secrétaire général, la présidente. C'est ça l'organisation dans un système où il n'y a pas le premier ministre. Parce que le premier ministre au Sénégal, ce n'est pas le premier ministre en France. Je vous le répète, le premier ministre au Sénégal n'a pas de pouvoir réglementaire. Le premier ministre au Sénégal n'est pas le chef de l'administration. Le premier ministre au Sénégal contresigne des décrets, mais il ne contresigne qu'après signature du président de la République. Il faut faire très attention. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du dimanche sur iRadio, mais aussi sur notre page Facebook. Vous aurez l'occasion de la regarder sur la chaîne YouTube et sur notre chaîne de télévision ITV. Nous recevons Abdoulaye Makhtar Diop, 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Mais revenons aux années socialistes. Suppression du poste du président du Conseil qu'occupait Mamadou Dia, équivalent de Premier ministre, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Suppression également du poste de Premier ministre par le président Abdou Diouf. Moustapha Niasse a été nommé pendant 26 jours, le temps de présenter la réforme à l'Assemblée nationale, mais à chacune des fois, il y a eu la restauration du poste de Premier ministre. Alors, est-ce que ce n'est pas une erreur que de supprimer le poste de Premier ministre? Non, d'abord, vous avez bien fait de préciser que Senghor a supprimé le poste de président du Conseil assimilable à un poste de Premier ministre. Ce qui juridiquement ne tient pas la route. Mamadou Dia n'a jamais été Premier ministre au Sénégal. Il faut que vous et moi, nous entendions dessus. La deuxième chose, Mamadou Dia a été chef de gouvernement avant que Senghor ne fût président de la République. Ouais. Il faut qu'on le comprenne. Mamadou Dia a été chef de gouvernement dans la loi cadre de 58 à 59 et jusqu'en 60 au moment de la Fédération du Mali. Et si vous regardez la Constitution de 1959, modifiée par la Constitution de 1960, Mamadou Dia, chef de gouvernement, était le chef de l'État du Sénégal. Mamadou Dia n'a jamais été Premier ministre. Président du Conseil. Donc la source du conflit de 1962 vient précisément de la Constitution de 1960. Mais avec ceci de différent encore, c'est que le chef de gouvernement, même désigné par le président de la République, devait avoir le vote de soutien de l'Assemblée nationale. Autre chose, le chef de gouvernement de l'époque était élu par l'Assemblée nationale et non nommé. Il faut qu'on dise aux Sénégalais, le mot primature, l'ensemble de mots, ou le groupe de mots Premier ministre, est apparu au Sénégal pour la première fois en 1970, alors que moi j'étais étudiant à la faculté de droit. C'est la première fois au Sénégal que le mot Premier ministre est apparu. Oui, Abdou Diouf nommé Premier ministre, mais devenu président plus tard, il a supprimé le poste de Premier ministre pour le ramener après. Quel est le contexte de D'où ma question, est-ce que la suppression du poste de Premier ministre n'annonce pas déjà sa restauration? Non, ce n'est pas une erreur. Je vais vous expliquer, il faut contextualiser. Moi, Abdou Diouf m'a dit, j'espère qu'il écoute cette émission ou qu'on la lui fera écouter, que jusqu'au 1er janvier 1981, il ne pensait pas qu'il serait président de la République, parce que jusqu'au 31 décembre, les gens lui tiraient dessus pour faire revenir Senghor sur sa décision. Donc quand il est arrivé au pouvoir le 1er janvier, c'était un contexte politique différent. Il y avait un parti unique, quasiment, n'est-ce pas, en 70. Il était encadré par des membres éminents, des piliers du Parti socialiste, que vous aviez qualifié à l'époque de baron. N'est-ce pas? Il avait 35 ans. Il n'avait pas le choix. C'est différent. Abdou Diouf est revenu en 1991. En 1991, 83 à 91. Il n'y avait pas de Premier ministre. Pourquoi il avait rétabli le poste de Premier ministre? Parce que Abdoulaye Wade revenait dans le gouvernement. Il faut noter tout ça. Et il devait avoir une interface entre lui et Abdoulaye Wade. Il a ramené Habib Thiam. Parce que c'était un homme de tempérament,
courageux, battant, était le seul pensé Abdou Diouf à pouvoir contenir. C'était des considérations essentiellement politiques et non techniques dans ce cas. Moi, je vous donne des exemples parce que j'ai vécu ça de l'intérieur. Oui, ça a duré quand même après Abdoulaye Wade a quitté le gouvernement. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la suppression, aujourd'hui, elle est pertinente? Ce n'est pas le sentiment d'Ibrahima Diabaye qui dit la suppression du poste de Premier ministre n'est-elle pas... Oui, c'est un auditeur. Ah oui, d'accord, voilà. C'est bon à préciser. Et la suppression du poste de Premier ministre n'est-elle pas un déshonneur pour la démocratie sénégalaise? N'est-elle pas aussi synonyme d'une tentative d'annihilation de toute concurrence politique? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, de supprimer le poste de Premier ministre? Je le pense, je vais vous expliquer. Je le pense parce que le Premier ministre au Sénégal ne détermine pas la politique de la nation. Le président de la République détermine la politique de la nation et la conduisait. Le président dit maintenant je conduis la politique de la nation. Les mots qu'on utilise, déshonneur pour la démocratie sénégalaise. Où est le déshonneur d'un pays où il n'y a pas de Premier ministre? C'est la question d'un Sénégalais. Oui, mais non, mais d'ailleurs qu'il m'excuse pour avoir posé la question parce que je voulais savoir s'il faisait partie des docteurs en droit ou des professeurs agrégés, bon et tout. C'est un citoyen. Mais c'est très bien que les citoyens se préoccupent. Mais il faut qu'on le dise aussi, quand même, vous et moi, je le respecte beaucoup, je respecte les citoyens sénégalais, mais il y a des mots à utiliser. Mais écoutez, le Sénégal de 1983 à 91 n'avait pas de Premier ministre et n'a jamais été déshonoré. Les pays africains nous entourent. Il y a 3 ou 4 pays africains où il n'y a pas de Premier ministre. Ce n'est pas un déshonneur. Maintenant, pour parler de concurrence, il n'est pas sûr que l'homme que Macky Sall va choisir pour se présenter en 2024 va être élu par les Sénégalais. Macky Sall peut choisir qui il veut, les Sénégalais voteront. Et je ne sais pas parce que Macky Sall va choisir Massamba Moudam que les Sénégalais vont voter pour lui. Oui. Hein? Il faut quand même que les Sénégalais se rappellent que nous avons un peuple mûr qui s'est voté. Maintenant, le problème, c'est le président Sall qui prend le risque d'une surcharge de travail. La suppression du poste de président n'ajoute rien comme pouvoir au président de la République. Oui. La preuve, c'est que quand il y a un Premier ministre, il ne diminue en rien le pouvoir du président de la République. Et ça, moi, je le dis parce que le président de la République choisit. C'est comme si on se réveille un matin, on dit, on supprime. Quand on a supprimé le ministère de la Défense au Sénégal, on ne parle plus du ministère de la Défense dans nos pays. On parle du ministère des Forces armées. Et il y a bien une raison. Et personne ne s'attarde dessus. Toujours, pour revenir à notre exposé des motifs, un autre paragraphe, c'est pour atteindre cet objectif que le présent projet de révision, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation des politiques publiques qui n'en seraient que plus bénéfiques, la sérénité garantie. Donc, c'est pour atteindre cet objectif que le présent projet de révision instaure un régime présidentiel caractérisé par un pouvoir exécutif rationalisé avec notamment la suppression du poste de Premier ministre. Plus loin, il n'y aura plus de pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, pouvoir que le président de la République a. Il n'y aura plus également de motion de censure contre le gouvernement. Pertinent? Oui, mais là encore, ça nous ramène au bas du droit constitutionnel. Dans un régime où le président de la République a le pouvoir de dissolution, la contrepartie en faveur de l'Assemblée nationale, c'est la motion de censure. Donc, quand il n'y a plus de gouvernement à censurer, ce n'est pas un cadeau. Le président ne doit plus pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, je crois que c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas parce que le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale que les gens vont laisser l'Assemblée nationale, dans des circonstances exceptionnelles, bloquer le fonctionnement des institutions. Parce qu'il y a des dispositions dans la Constitution qui, le cas échéant, permettent au président de la République de faire fonctionner normalement les institutions. C'est l'intitulé. Oui. Voilà, mais l'autre enjeu, oui, c'est que est-ce que l'Assemblée ne perd pas quelque part son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale? Non. En fait, le pouvoir, la motion de censure est moins une affaire de contrôle que de confiance. Mais depuis que le Sénégal est Sénégal, nous ne sommes pas retrouvés dans une situation de cohabitation où l'arme de la censure est une arme dissuasive contre le pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
même si vous avez à l'Assemblée nationale la possibilité de voter une motion de censure, nous sommes aujourd'hui dans un régime où la majorité à l'Assemblée coïncide avec la majorité du président de la République, le cas d'Abdoul Mbaye. Quand Abdoul Mbaye et son gouvernement étaient censurés, Abdoul Mbaye qui est en train d'appeler, combien de ministres il a reçu, combien de députés il a reçu chez lui? Allez-y. Posez-lui la plus question. Loin. Oui, mais je vous le on dis. a l'occasion de vous renvoyer la question. C'est l'occasion de le dire haut et fort. Oui. À la veille ou l'avant-veille de la motion de censure et même de sa déclaration de politique générale, il a reçu des députés chez lui pour échanger avec eux. Voilà ce qu'on devons faire. Ça veut dire pour qu'il ne soit pas censuré. Mais ça qu'il n'allait pas être censuré, c'est peut-être parce qu'on n'allait pas le censurer. Moi, je me suis dit abstenu. Pourquoi? Parce que Modou Diagne Fada, qui était l'auteur de la motion de censure, s'était appuyé sur un article de presse. Moi, j'ai dit, je suis trop sérieux pour voter une motion de censure sur un article de presse. Donc, rappel des faits très rapidement, parce que c'est toujours bon pour nos auditeurs, c'est que Abdoul Mbaye a été confronté au vote d'une motion de censure présentée par les députés du PDS à l'époque, notamment Modou Diagne Fada, qui était au Parti démocratique sénégalais, sur la base d'accusations concernant de l'argent que l'ancien président tchadien Hissène Habré aurait amené à Dakar. Voilà. Oui, mais non, mais attends, mais c'est-à-dire que lui, il s'est fondé sur... Bon, vous et savez, lui, Abdoul Mbaye étant à l'époque dans une banque. Oui. Non, c'est-à-dire que moi, c'est pourquoi je vous dis, c'est le support de la motion de censure. Fada a dit, tel journal a dit, Monsieur Fada, député, serait venu avec le document de la banque, des photocopies de chèques, moi j'aurais voté. Moi, je ne vais pas voter une motion de censure sur la base d'un article de presse. Allez-vous voter vous avez parlé de contrôle. Contrôle de l'action gouvernementale. Mais vous savez, c'est maintenant, plus que par le passé, que l'Assemblée nationale a des moyens d'un contrôle plus pointu et plus serré sur le gouvernement, parce qu'on continue à interroger le ministre pour la déclaration de politique générale. Mais combien de leaders d'opposition, de membres de la société civile, ont dit ici haut et fort que la déclaration de politique générale est inutile, qu'elle nous prend notre temps. Mamadou Lamine Diallo a déclaré que la question au gouvernement, c'est une dictée préparée, qu'on n'en a pas besoin. Et maintenant, il vient nous dire, oui, on supprime le poste de premier, il n'y aura plus de déclaration générale. On fait sauter un fusible aussi. Mais qui fait sauter le fusible? Le président de la République. Il s'expose à ce risque. On est bien d'accord. Si vous pensez que c'est un fusible, et si lui-même sait que c'est un fusible, il l'enlève, il prend les coups. C'est tout. C'est tellement simple. Allez-vous voter je vais voter le 4 mai. Inch'Allah, je vais voter. Non seulement j'ai voté le texte, mais l'Assemblée nationale nous donnera l'occasion d'expliquer aux Sénégalais, en toute objectivité, en ce qui me concerne, en m'appuyant sur les textes. Et moi, je vous ai même amené le décret 93-723 du 7 juin 1993 organisant les services de la présidence de la République alors qu'Ousmane Tanor Dieng était ministre d'État. Et il y avait un premier ministre. Et le premier ministre n'avait aucun pouvoir par rapport à Ousmane Tanor Dieng. Vous allez faire la photocopie et vous gardez. Vous verrez. Merci beaucoup. Alors, donc vous verrez qu'on peut avoir un premier ministre et tous les pouvoirs rester à la présidence de la République. Donc c'est sur ça qu'on se fonde. Si j'étais convaincu que ce texte n'est pas bon pour la marche de l'État du Sénégal, j'aurais voté non. Mais je pense que ça ne nous amène absolument aucun problème dans la marche de l'État. Si le président de la République, encore une fois, se sent assez jeune, assez dynamique, assez psychologiquement prêt, sociologiquement prêt, pour se mettre en face de son administration, du peuple et de son gouvernement, tant mieux. Engorgement de la présidence de l'Assemblée nationale. Engorgement, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque d'engorgement de la présidence de la République. Ah mais c'est ce que je vous dis. Bon, mais maintenant, qui va être encore davantage l'épicentre du pouvoir. Mais il a toujours été. Maintenant, dans l'organisation de ces services, bon, vous avez déjà vu qu'il y a un ministre d'État, un secrétaire général de la présidence. S'il a les mêmes pouvoirs que Tanor de l'époque, aucun problème. S'il a les mêmes pouvoirs que Jean Collin de l'époque, aucun problème. Il faut toujours se rappeler de ça. Parce que Jean Collin, les pouvoirs qu'il avait, c'est Diouf qui lui avait... Pourquoi vous dites aucun problème?
Les Sénégalais pensent justement parce que Ousmane Tanor Dieng et Jean Collin étaient tellement puissants mais en que fait, cela avait mais vous créé savez, une situation d'avoir un président de la République qui ne gouvernait plus. Oui, je partage avec vous ce que des Sénégalais ont pensé à un moment donné. Vous savez, moi, je vous dis que moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Ouais. Hein? Vous savez, c'est comme aujourd'hui, les gens disent, oui, on n'aurait pas dû amener Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ils le disent à la radio. Et il y a 2 semaines, ils disaient que ce n'est pas un bon premier parce qu'il fait de la politique. On ne comprend pas. Oui, moi, je vous dis une chose. Vous avez parlé d'encombrement, je vous l'ai dit et répété. Il y aura une surcharge de travail, mais il n'y aura pas une charge de pouvoir. Le pouvoir présidentiel reste ce qu'il est. Abdoulaye Makhtar Diop, invité du jury du dimanche. Votre ancien collègue Doudou Wade a signé une tribune la semaine dernière pour dire que la révision de la Constitution est tellement importante que c'est une erreur d'avoir fait sauter la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée nationale pour mettre la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, en fait, vous savez, je pense que Doudou a oublié de rappeler que ça, c'est un débat d'école qui est aussi vieux que le débat sur la vie parlementaire. Le choix pour un vote qualifié, parce que quand on parle de vote 2/3 ou 3/5, c'est un vote qualifié. Parce qu'à côté du vote qualifié, vous avez plutôt la majorité simple, la majorité absolue et la majorité qualifiée. C'est trois types de votes différents. La majorité simple, c'est-à-dire quand vous avez des députés qui votent, s'ils sont 50, dès que vous avez un truc, quand on dit que c'est la majorité absolue, c'est la moitié des voix plus une. 2 types de majorité. Et l'autre majorité, celle dont vous venez de parler, c'est la majorité qualifiée. Maintenant, cette qualification de la majorité des suffrages, faut-il l'appliquer au nombre de députés ou au nombre de votants? Pourquoi c'est un débat d'école? Parce que dans les pays européens, les problèmes sont posés pendant la guerre. Si le pays est agressé, on doit aller vers la guerre et c'est l'Assemblée nationale qui doit voter la déclaration de guerre. Si le pays est coupé, comme du temps de la France, par le Nord, vous avez un nombre de députés qui n'arrivent pas à Paris, au Palais Bourbon. Est-ce qu'il faut tenir compte des votes de ces gens qui ne sont pas là? Pour dire qu'il faut que tout le monde soit là pour calculer la majorité de 2/3 ou de 3/5. Non. Alors, au Sénégal, si vous dites 3/5 de députés, si par exemple il y a une épidémie comme il y avait Ebola dans d'autres pays, quand on fait la loi, on pense à ça. Des catastrophes naturelles, des guerres ou des épidémies. Vous ne pourrez jamais avoir toute la majorité ou tous les députés présents. Au Sénégal, c'était un choix à faire. Est-ce qu'au Sénégal, on vous dit qu'il faut avoir 51% des voix des Sénégalais inscrits pour être président de la République? Non. On vous dit qu'il faut avoir 51% des suffrages exprimés pour être président de la République. Ramené à l'Assemblée nationale, avec les suffrages exprimés, on peut avoir 4 ou 5 députés présents. Oui. Quand on connaît quand même l'absentéisme de nos députés. Oui, alors ce que Doudou Wade a oublié de dire également, c'est que ce dispositif-là, mais amène le président du groupe parlementaire qu'il a été. Rappelez-vous l'affaire d'Idrissa Seck, vous vous rappelez? L'affaire d'Idrissa Seck, quand il est passé devant la Cour de justice. Oui, le vote de sa mise en accusation. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens du PDS? Ils ont passé tout le temps à aller chercher le député pour qu'il vienne voter, non? Vous vous rappelez que Doudou Wade l'a jubilé quand on a voté, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir la majorité. Vous vous rappelez de ça? Vous vous en rappelez? Dites-oui que vous en rappelez. Mais attendez, vous êtes en train de faire un rappel à l'endroit des auditeurs qui vous écoutent. Mais à vous aussi. Et moi, je vous écoute aussi. Oui. Mais non, c'est bien de rappeler tout ça pour dire que Doudou Wade sait qu'il ne faut pas circonstancier ces problèmes-là. Nous avons choisi, eux, ils avaient choisi, tous ceux qui sont là, n'ont pas écrit la Constitution. Si vous dites encore une fois, majorité qualifiée de 3/5 appliquée au suffrage exprimé, c'est pour prévenir des situations exceptionnelles où l'Assemblée ne parie. Et on ne peut pas considérer le vote d'un député absent. Pourquoi dire majorité qualifiée de tous les députés? Si un député reste chez lui ne vient pas, ou 20 députés restent chez lui ne viennent pas, pourquoi dire? Vous ne savez pas pourquoi. Et votre président de groupe parlementaire, M. Aïmirou Ning, promet au moins 118 députés présents ce jour-là, samedi prochain 4 mai. Alors, on va quand même essayer d'accélérer la cadence.
la vice-présidente de la République ou le poste de vice-président de la République a été créé à un moment, effectivement, cela n'existe plus par le président Wade, d'où le fameux 23 juin. Et au-delà de cette question, il y a aussi la question du Sénat. Est-ce que vous êtes favorable à un retour du Sénat dans les circonstances actuelles? Moi, sur l'existence du Sénat, j'ai toujours été d'accord. C'est la composition du Sénat qui ne m'a jamais satisfait. Moi, c'est le problème. Moi, je préfère avoir un Sénat où véritablement un tiers, ou en tout cas un nombre déterminé de ses membres, est choisi parmi des personnalités qui ont exercé de grandes responsabilités dans ce pays et qui peuvent apporter quelque chose. Ça, je vous le dis encore, je l'ai dit au président Wade. Alors que je n'étais pas dans son gouvernement, j'ai dit, monsieur Wade, monsieur le président, si vous voulez ramener le Sénat, vous avez des Famara Sagna, vous avez des Ousmane Kamara, vous avez des généraux à la retraite, vous avez des ambassadeurs Sarré à la retraite, de grandes personnalités qui ont servi ce pays, mettez-les dans le Sénat et complétez par des gens élus. Aujourd'hui encore, vous y êtes favorable? Mais à la condition, si on doit nous amener ici encore un Sénat pour prendre des gens qui n'ont aucune expérience de l'État, qui n'ont aucune expérience de ce pays, ce n'est pas la peine. Un Sénat doit servir à aider mais le Sénat au sens premier du terme. Moi, j'ai dit à votre collègue Babacar Touré, aujourd'hui, c'est les Babacar Touré, les Abdoulaye Makhtar Diop, les Abdourahmane Sow qui auraient dû être des sénateurs au sens romain du terme pour toute la carrière que nous avons vécue. Dans ces conditions, oui. Vous dites oui. C'est la condition que je pose. Mais ramener le Sénat pour y caser des gens qui nous comprennent bien, ça ne sert à rien. Quand on supprime le poste de Premier ministre, est-ce qu'on n'est pas tenté de créer un poste de vice-président? Ah non, ça, il ne faut pas le faire. Parce que, de deux choses. C'est que si vous créez un poste de vice-président de la République, il faut, en ce moment, aller à un référendum et régler le problème de son élection et de son remplacement, le cas échéant. Parce que si vous dites, comme c'était le cas dans la Constitution qui a été rejetée, ou retirée, parce qu'elle n'a pas été rejetée, elle a été retirée par le président Wade, vous dites, le vice-président de la République est élu, mais s'il décède ou s'il est important, il est remplacé par décret. Il n'a pas de légitimité. Donc, un vice-président ne doit pas être nommé par le président de la République. Il doit être saisi par le peuple, mais également ses pouvoirs organisés par la Constitution. Mais si vous avez un vice-président qui est délégataire de pouvoir, que l'on peut retirer à chaque moment, à quoi ça sert? À rien du tout. Très bien. Élection locale prévue en décembre. J'ai lu que le Grand Serigne de Dakar que vous êtes est favorable à accompagner des cadres Lébou pour que la ville de Dakar revienne à un Lébou pur jus. Pourquoi vous voulez que le maire de Dakar soit Lébou? Oui, simplement parce que la demande est très forte. Et à qui pensez-vous? Oui, alors je vais répondre. D'abord, la demande est très forte et moi je reçois beaucoup de jeunes, des femmes, des vieux, qui me disent, mais Grand Serigne, il est grand temps que les cadres Lébou se manifestent et se battent pour être maire de la ville de Dakar. Ils l'ont dit en réaction à certaines déclarations. Et ils ont raison. Parce que, moi je l'ai dit, ce n'est pas de l'ostracisme, ce n'est pas de la discrimination, et j'ai donné des exemples historiques. Armand Engrand, maire de Dakar. Ambroise Mendy, maire de Dakar, Ndiago. Joseph Gomis, maire de Dakar, Ndiago. Lamine Gueye, Saint-Louisien, Ndiago. Clédor Sall, Sénégalo-Mauritanien, pas Lébou. Lamine Diak, Lébou. Mamadou Diop, Lébou. Il n'y a que Mamadou Diop et Lamine Diak qui ont été de Lébou. Mais tout ce qui n'était pas... Quel est le problème? Non, c'est pourquoi je vous dis, on n'a pas de problème de discrimination. Je fais ce rappel pour vous dire que ces personnalités ont toujours vécu en parfaite harmonie avec la collectivité qui les a accompagnés à la mairie et a toujours placé des Lébou comme adjoints. Mais à l'époque, les Lébou ne s'intéressaient pas à la politique. Aujourd'hui, c'est le cas. À qui pensez-vous? Non, en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons 19 communes d'arrondissement. Dans ces 19 communes d'arrondissement, nous avons au moins 7 ou 8 maires Lébou. S'ils sont reconduits, mais pourquoi parmi eux, que ce soit Abdoulaye Diouf Sarr, Alioune Ndoye, Pala Samb, Babacar Mbeng, etc., et pourquoi ils ne s'entendraient pas pour que l'un d'eux soit maire de Dakar? Mais voilà, moi, ce que je pense. Parce que nous prenons les 550 communes du Sénégal.
Mais les 500 sont contrôlés par des gens qui habitent les communes. Ce n'est pas la discrimination, ça qui est normal. Et moi, je vais les aider. Je ne suis pas candidat à la mairie. Parce qu'à l'âge canonique que je vis actuellement, j'ai, au moment où je vous parle, exercé tous les mandats électifs du Sénégal par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas favorable à un changement de mode d'élection du maire, qu'il soit élu au suffrage universel direct? Vous savez, c'est très compliqué. Pourquoi? Vous n'êtes pas favorable? Non, ce n'est pas que je ne sois pas favorable, c'est qu'il faut régler plusieurs problèmes. Est-ce que c'est le maire élu qui désigne ses adjoints? Ou est-ce qu'on élit ses adjoints en même temps que lui? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vers une instabilité. Parce que si le maire pense qu'il est élu comme le président de la République, qu'il peut dégommer qui il veut, vous avez un problème. La deuxième chose, c'est que vous savez qu'au Sénégal, sauf le cas de Wade, le président de la République n'a pas le pouvoir de dissoudre ou de démissionner un maire. C'est quoi le fond de votre pensée? Le fond de ma pensée, c'est qu'il faut y aller. Mais il faut véritablement réfléchir à toutes les hypothèses et à partir d'un faisceau d'indices, établir une loi qui permet de concilier l'élection du maire au suffrage universel, l'élection de ses adjoints et voir un peu le pouvoir de dissolution, de démission ou de révocation des maires. En maintenant ces élections locales au mois de décembre? Oui, moi je pense a priori il faut le faire. Mais seulement si on le fait, en décembre, ça risque d'être la razzia. L'opposition risque d'être éreinté. Hein? Ah oui? Ah oui, parce que si l'on tient compte des résultats de la présidentielle et de la situation que nous vivons, moi je pense, je ne suis pas sûr, parce que là également, il ne faut pas faire de la météo politique. Parfois, il est vrai qu'il faut suivre la météo aussi. Mais je pense, mieux vaut faire ça le 1er décembre. Mais si on pense, ou si l'opposition pense qu'il faut reporter, mais surtout si l'opposition le pense. Mais si l'opposition dit faisons-le, il faut le faire. Si vous êtes si confiant, si sûr de cette razzia de la majorité, vous seriez alors pour une dissolution de l'Assemblée nationale? Non, moi j'ai toujours été contre la dissolution de l'Assemblée nationale. Dernière question, Abdoulaye Makhtar Diop. Le Parti démocratique sénégalais, par la voix d'un certain nombre de responsables de cette partie anciennement au pouvoir, a fait cas de la situation financière difficile que vivrait l'ancien président Abdoulaye Wade. Un même parmi ses responsables libéraux a dit qu'il faut accorder au président Abdoulaye Wade les mêmes avantages qu'on accorderait au président Abdou Diouf. Vous êtes un grand connaisseur de l'État du Sénégal. Quelle réflexion vous inspire le traitement des anciens présidents du Sénégal? D'abord, moi, j'estime qu'un ancien président du Sénégal doit avoir au moins un salaire mensuel entre 50 et 75 millions de francs. Pourquoi? Actuellement, on serait à 9 millions. Mais c'est dérisoire. Vous avez des directeurs de sociétés qui sont... Vous permettez... 75 millions. Mais je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. Oui. Mais le président Wade, le président Diouf sont détenteurs de secrets dans ce pays. Arrivé à un certain moment, je ne parle même pas du chef de l'État. Prenez des anciens chefs d'État, le major de l'armée, des directeurs de renseignements généraux, dans le contexte que nous vivons, qui ont des renseignements extrêmement graves. Mais si ces gens ne sont pas protégés, ils peuvent être corrompus par les puissances étrangères. Et c'est vraiment, Maître Sall m'excusera, mais moi j'étais choqué de l'entendre dire que le président Wade est fauché. Même si c'est le cas, on ne doit pas le dire ni de Soutral. Moi je pense que le président Wade mérite un traitement comme Diouf. Mais la question de fond, est-ce que vous croyez que le président Diouf aurait plus d'avantages que le président Abdoulaye Wade? Non, ça je n'en sais rien. Moi ce que j'ai dit, il faut traiter ce problème dans l'absolu. Pas relativement à tel monsieur. Un ancien président de la République, dans un pays où un entraîneur de football est payé 15 millions par mois, dans un pays où vous avez des directeurs généraux qui sont payés 15 millions par mois, dans un pays où vous avez des présidents de conseil d'administration qui sont payés 15 millions, qui ne prennent aucun risque pour le pays, un ancien président de la République, détenteur de secrets, qui s'est sacrifié, on ne peut pas lui payer 50 millions par mois. Alors que le chef de l'État a une caisse où il y a 4 ou 5 milliards, ou 10 milliards, ou 15 milliards. Ce n'est pas normal. Actuellement, on est à 8-9 milliards pour les fonds spéciaux ou fins politiques. Très bien. Alors, on va raisonner. 50 millions sur 8 milliards, c'est quoi? C'est 600 millions dans l'année à payer en chef d'État. C'est dérisoire. Merci, Abdoulaye Makhtar Diop, d'être l'invité du jury du dimanche sur iRadio, émission que vous pourrez suivre sur la chaîne ITV, canal 15 de la TNT, mais aussi notre chaîne YouTube. Une émission que vous avez suivie en direct sur notre page Facebook iRadio l'officiel.
À la technique, il y avait Aliou Diassé, à la caméra Augustin Mandan, digital Alassane Tal et Sandra Ndiaye, ainsi que Biram Pouy, la logistique assurée par Jules Sognan. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.